Votre programme avec Omkia. Ouverture, porte, portail, pergola et store. Votre spécialiste de la rénovation, Omkia. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque jeudi soir pour votre rendez-vous 85 chrono, un peu plus d'une demi-heure pour revenir sur l'actualité sportive de cette semaine avec nos invités chroniqueurs. On va parler évidemment de vos rendez-vous du week-end et puis il y aura également le point du jour, le journal du Vendée Globe, ce qu'il s'est passé sur les 24 dernières heures de course. Pour m'accompagner, tout d'abord notre chroniqueur ce soir, notre expert tennis Pierre Garnier. Bonsoir Pierre. Bonsoir Alexandre. Avec vous, on va notamment parler d'une légende, d'une figure du tennis. On ne révèle pas encore tout de suite. Voilà. Les observateurs, ils auront deviné déjà. Effectivement, il y a quelques indices sur la tenue vestimentaire de Pierre. Et en face de vous, Pierre, nos invités ce soir, émission, vous l'avez compris, largement dédiée à l'actualité de la petite balle jaune. Et en ce moment, en Vendée, l'actualité, c'est le championnat de France par équipe de Pro A Dames, équipe engagée. Et du côté de la Vendée, le tennis Entente Lyonnaise avec son président Anthony Pasquier. Bonsoir Anthony. Bonsoir Alexandre. À côté de vous, Mallory Noël. Bonsoir Mallory. Bonsoir. L'une des joueuses qui compose cette formation du TEY en Pro A Dames. Avant de parler tennis, un rapide détour par l'actualité. L'actualité était d'abord sur les terrains de football puisque l'on jouait hier mercredi en National 2. Une seule rencontre au programme. Le Vendée Poirier Football accueillait les Girondins de Bordeaux. C'était au stade de Lidonnière à 19h, un match en retard comptant pour la deuxième journée du championnat. 2000 spectateurs et les Genoux ont failli accrocher la formation des Girondins qui restaient sur 6 matchs sans défaite. Les Genoux ont concédé l'ouverture du score à la 3e minute sur cette réalisation signée Andy Carroll, l'avant-centre anglais. Voilà, les joueurs de Rabizeroil ne sont pas parvenus ensuite à revenir au score. Victoire 1-0 donc des Girondins, les Vendéens qui n'ont plus gagné en championnat depuis le début du mois de septembre. Conséquence au classement, vous allez le voir, le Vendée Poirier Foot n'est pas plus avancé. Après cette rencontre, les Genoux restent bons derniers de leur groupe avec 5 petits points. Belle opération pour Bordeaux qui récupère la 5e position avec toujours un match en retard. Et puis pas de rencontre de National 2 ce week-end puisqu'on jouera notamment en Coupe de France pour les Herbiers et la Roche-Veffre. Mais plus d'informations à retrouver dans votre première partie de l'agenda d'ici quelques minutes. On revient donc à l'actualité de la petite balle jaune. Je vous le disais, le championnat de Pro A Dames a commencé dès ce week-end pour le tennis Entente Lyonnaise avec une toute première victoire. C'était dimanche 10 novembre face au tennis club du 16e. Une victoire 5-1. Anthony, j'imagine que cette victoire elle a permis de lancer le championnat sur de très bons rails. Oui, c'était super important de commencer bien. On avait cette rencontre et surtout la deuxième ce week-end, on va donc à Villiers. Donc c'est super important, Bosso aussi, et ça serait bien de revenir aussi avec la victoire. Et ça nous assurerait déjà le maintien, et qui est déjà notre objectif. Voilà. C'est ça. Alors déjà, vous avez ouvert plein de portes. Là, effectivement, ce match sûr. face à Villiers-le-Bel, l'objectif de cette saison. Victoire 5-1, donc 3 victoires sur les 4 simples, 2 victoires en double. Est-ce qu'on peut dire que c'est une première victoire sans trembler? Mallory, qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est vrai que 5-1, on a l'impression que c'est facile, mais les matchs étaient super accrochés et on a aussi recruté des bonnes joueuses de double, et c'est vrai que quand à la fin des simples on est à 3-1, c'est vrai que ça rassure un peu, et voilà, 5-1 c'était accroché, mais on est content, on commence le chemin vers le maintien, pourquoi pas. Justement, vous l'avez dit Mallory, 2 nouvelles paires de doubles sur cette première journée, Anthony, puisque c'était Magali Kempen, Anna Siskova associées ensemble avec Justina Mikielutske, Marine Parto, victoire sur ces doubles. Vous pouvez peut-être nous parler déjà de ces 2 doubles-là, comment est-ce que ça s'est passé, puisque le point décisif a été récupéré sur ces doubles-là. Après, c'est vrai qu'on a basé l'équipe... Les années précédentes, on avait de bonnes paires de doubles, et ce qui fait que cette année, on a décidé parce que le double est super important, et donc c'est pour ça qu'on a associé ces paires-là. On a Anna Siskova qui doit être 70e mondiale en double, donc voilà. Après, on a Justina qui est une très bonne joueuse de double, Magali Kempen aussi, et donc Marine Parto qui elle aussi adore le double, et donc c'est vrai qu'on a essayé de faire des paires cohérentes.
On voit justement là l'équipe qui était alignée au Terre Noire donc ce dimanche. Il y avait du monde quand même dimanche parce qu'il y avait un gros événement en face de vous, le départ du Vendée Globe. Comment ça s'est passé au Terre Noire? Eh bien, bien c'est vrai qu'on avait quelques petites appréhensions quand même parce que le Vendée Globe, c'est vrai que ça fait déplacer beaucoup de monde. Maintenant, on a eu autant de monde que les autres années, donc on est super contents. Et voilà, c'était dans une bonne ambiance, il y avait des jeunes, donc on était super contents, donc là, concrètement. Vous, Mallory, vous avez aussi apporté votre premier point du coup de la saison avec cette équipe du TEY. Victoire face à la Suissesse, un Sandy Marty. Victoire pas forcément évidente, victoire 7-6, 7-5. Quelle sensation vous avez eue sur le cours, Mallory? Déjà, c'est vrai qu'à La Roche, c'est une surface qui n'est pas facile parce qu'on joue pratiquement jamais sur une surface comme celle-ci. Et donc voilà, il faut un temps d'adaptation. Et malgré ça, j'ai réussi à bien servir dans les moments importants. Et je suis très contente d'être de retour sur le terrain par rapport à l'année dernière où j'étais plutôt sur la chaise. Donc voilà, je suis très contente. C'est ça exactement, on le rappelle, sur la saison 2023, vous étiez blessé à ce moment-là. Oui, tout à fait. Vous avez vu en béquille sur le court et puis notamment sur le banc pour entraîner bien aussi ces joueuses avec l'aide de Mathieu Incourt, le capitaine de cette équipe qu'on salue d'ailleurs. Quel souvenir vous gardez de la saison dernière? Est-ce que vous êtes plus heureuse du coup maintenant de retrouver les cours? Ouais, ma place elle est plus sur le terrain que sur le banc. Après, c'était une expérience, c'était différent. J'ai fait que 2 rencontres à domicile en tant que capitaine adjointe. Mais voilà, je connais très bien Marine, je connais très bien Théo et les autres filles. Et c'est vrai qu'on se comprend, on comprend ce qu'elles ressentent sur le terrain. Donc c'est important aussi si je peux amener quelque chose. Voilà. À l'équipe. Mallory parlait de la surface aussi, Pierre, au Terre Noire. Elle est très particulière. Vous qui la connaissez bien, vous pouvez peut-être nous en dire un mot justement. Alors c'est des surfaces qui n'ont plus cours, comme tu l'as dit, Mallory. Donc, mais il faut faire confiance aux élus municipaux pour que ça évolue dans le temps. Surtout si le club fait des efforts pour maintenir cette équipe-là à ce niveau de jeu-là. Il faut quand même rappeler que c'est les 10 meilleures équipes françaises. C'est le plus haut niveau. Voilà, c'est le plus haut niveau, donc ça mériterait de la part de la ville de La Roche-sur-Yon de faire un petit effort pour avoir une surface qui a lieu d'être, puisque le Quick a eu ses heures de gloire dans les années 1980. Donc voilà, on est en 2024, donc il faut évoluer. On peut y croire. Alors j'ai une petite question à Mallory. Bien sûr, Pierre, allez-y. L'année dernière, tu as été un petit peu coach sur le bord du terrain. Est-ce que tu t'es rendu compte des difficultés du coaching sur le bord à ce moment-là? Oui, mais franchement, j'ai adoré parce que comme j'ai dit, en tant que joueuse, on sait ce qu'on ressent sur le terrain à certains moments. Et du coup, je savais à peu près les mots qu'il fallait employer par rapport j'ai coaché Marine ou Théo. Et c'est vrai que je leur apportais vraiment, elles m'ont dit de la sérénité, etc. Et ça, quelqu'un qui n'a pas joué les championnats de France comme ça, en équipe, où nous, on joue toute l'année pour nous-mêmes, et là, on a quand même pas mal de pression. Et c'est différent d'habitude. Donc là, on s'entraide et je l'ai vraiment pris comme ça. Et ouais, j'ai adoré aussi, ouais. Et la grosse différence entre les matchs par équipe et les matchs de tournoi, CNGT c'est complètement différent. C'est vrai que... En plus, moi, j'ai vraiment à cœur de bien faire pour le club depuis des années. Et j'ai envie aussi de rêver et d'avoir ce titre de championne de France avec le club. Franchement, ça me ferait tellement plaisir. Et je donne mon maximum chaque année. Donc l'année dernière, c'était en tant que capitaine. Là, je suis de retour sur le terrain. Et les filles aussi sont dans la même optique que moi. Donc voilà, malgré la pression, on fera le maximum. Justement, vous avez parlé de vos coéquipières. Mallory, elles sont au nombre de 7. On va les voir justement en images. Donc il y a Clara Burel, Théo Gravouille, Marine Parto. Et puis vous, Mallory, évidemment, ça c'est pour la partie française. Et puis Anna Siskova, donc la tchèque. Justina Mikuliski en lituanienne. Je ne sais pas si c'est la bonne prononciation. C'est pas mal. Ilena Inalbon, la Suissesse, et Magali Kampen, qui était déjà là, elle, l'an dernier. Comment est-ce que vous avez constitué cette équipe, Anthony, sachant qu'elle est restée, on va dire, le noyau dur est resté sur cette saison? Mais l'année dernière, c'était assez compliqué parce que c'est pour ça qu'on a été chercher plusieurs joueuses. On était bloqué donc par rapport au règlement. On ne peut pas donc intégrer plusieurs étrangères sur chaque match. Donc, et puis en plus, elle n'était pas disponible. Donc c'est pour ça qu'on avait été chercher plusieurs joueuses. Elles ont fait toutes une rencontre.
sauf Magali Kempen qui a dû faire 2 rencontres. Donc, et à la fin de la saison, elles étaient toutes contentes et donc elles m'ont demandé de repartir l'année suivante. Donc pour nous, c'était que du bonheur, sachant qu'elles sont bien rentrées dans le moule. Je pense que... Alors après, c'est surtout aussi grâce à Marine, parce que bien évidemment, j'échange beaucoup avec Marine Partot. Elle connaît le club elle aussi depuis longtemps, elle sait comment on fonctionne, donc elle va chercher des profils qui sont cohérents avec notre fonction, la fonction du club, comment ça fonctionne et l'ambiance. Et donc voilà. Et qui évolue la plupart du temps aux États-Unis, hein. Marine Partot notamment. Oui, qui habite là-bas. Oui, tout à fait. Avec un joueur de la Ligue des tennis des Pays de Loire. Il y a aussi parmi ces joueuses bien Clara Burel, quand même, il faut en parler, 74e joueuse mondiale qui était 42e au début de l'été. Ça aussi, c'est un vrai atout, peut-être Mallory, de l'avoir au sein du TEY pour cette Pro A. Ouais, c'est sûr. Après, là, elle est en Fed Cup, donc elle viendra que pour les 2 dernières rencontres. Mais voilà, ça fait toujours du bien d'avoir une numéro 1 très solide, on l'espère. Je ne veux pas m'avancer. Mais voilà, ça rassure un peu et on a une autre carte à jouer, quoi. Donc le public lyonnais aura l'occasion de l'avoir du coup sur la 4e journée qui sera face à Cormontreuil, oui. C'est ça, donc Clara sera là. Comment est-ce que ça s'organise aussi ce choix? Parce que c'est très stratégique, effectivement. Vous le disiez, Anthony, on ne peut pas faire jouer aussi toutes les joueuses. Il faut répartir tout ça, les doubles, les simples, les différentes rencontres. Comment est-ce que ça se choisit? J'imagine qu'avec Mathieu, il y a aussi une vraie discussion là-dessus. Oui, il y a une vraie discussion avec Mathieu, avec Marine aussi. Là, l'avantage, c'est que toutes les joueuses qui ont joué l'an dernier ne sont plus mutées, donc on peut les faire jouer plusieurs rencontres. Parce que cette année, il y a juste Clara qui est française, et puis donc il y a Justina qui est donc arrivée, donc on n'a pas trop de soucis de ce côté-là. Maintenant, l'échange avec Clara, on l'avait déjà l'an dernier, on avait essayé de l'approcher, c'était pas possible, je crois qu'il y avait des rencontres à cette époque, et là, elle est revenue vers nous pour savoir si c'était toujours d'actualité. Donc, c'est elle qui est revenue du coup. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, c'est chouette, ça s'est fait. Quand on est président d'avoir ça. Oui, c'est bien. Et puis pour nous, c'est surtout important pour notre public. J'espère qu'il y aura beaucoup de jeunes. J'espère que ça va nous emmener du monde aussi, bien évidemment. C'est la numéro 2 française. Je pense que c'est super pour le club. Et pour l'équipe, bien évidemment. Oui, on est là aussi, nous. C'est ça. Pour l'équipe aussi. Mais bon, après, l'avantage d'avoir Clara, c'est que ça va permettre aussi de décaler. Donc, on peut... C'est ça, d'assurer les 2e, 3e matchs, notamment, en simple. C'est un championnat aussi qui est très court, cette Pro A, faut le rappeler. Ça se déroule seulement sur 2 semaines, 4 rencontres à jouer. Donc il y a 5 équipes, ce qui fait qu'il y a une journée où vous étiez exempt. C'était la journée de ce mercredi. Vous n'avez pas joué. Mallory, comment est-ce qu'on fait pour se mettre tout de suite dans le rythme et puis surtout garder ce rythme sur une période aussi courte que 2 semaines? Au final, même si c'est des championnats par équipe, donc différents de tous les tournois qu'on joue d'habitude, nous, on joue quand même très souvent, toutes les semaines. Donc l'enchaînement des matchs, ça ne nous gêne pas forcément. On est dans une routine. Après, c'est une ambiance différente. Et d'être en équipe, ça nous motive et ça nous met dans une belle ambiance. Ouais, c'est cool. Alors, on voit quelques images de la saison dernière, notamment vous aviez terminé 2e de ce groupe B derrière Boulogne-Billancourt. On va reparler dans quelques minutes justement de la suite de ce match face à Villiers-le-Bel dès ce week-end. Mais avant cela, je vous propose de découvrir le premier volet de vos agendas et de vos rendez-vous sportifs du week-end. On débute cet agenda avec du football et le 7e tour de la Coupe de France. Dès vendredi soir, l'équipe des Herbiers affrontera Ajaccio, club de Ligue 2. Samedi, le petit poussé national Saint-Philbert-la-Réorte, la Jodonnière qui évolue en D3 accueillera Mérignac, équipe de Régional 1. Le match aura lieu au stade Jean de Mouzon à Luçon. Il y aura également un derby vendéen entre 2 équipes de N3. Fontenay reçoit La Roche-ESO samedi à 18h. A noter le déplacement de La Roche-Vendée Football à Cazaux, équipe de Régional 3 samedi à 19h. En basket, ce sera la 6e journée de Wonder League ce week-end. L'équipe de La Roche-sur-Yon, qui totalise 5 défaites en 5 matchs, accueille Landerneau qui a engrangé 2 victoires depuis le début du championnat. Coup d'envoi à 15h30 dimanche à la Halle des Sports des Oudéries. Toujours en basket, 13e journée de National 1 masculine. Vendredi soir, l'équipe des Sables d'Olonne, 11e, reçoit Levallois, 3e. Dans le même temps, Chaland se déplace à Tours. Du handball, avec la 8e journée de National 1 féminine, La Roche-sur-Yon, 3e, reçoit Bléré, 10e, samedi soir à partir de 20h30 à la salle Omnisport.
Et puis du rugby dimanche avec la Fédérale 2, ce sera la 8e journée. La Roche-sur-Yon 6e avec 3 victoires et 4 défaites reçoit Versailles 8e avec le même bilan mais 1 point de moins. Coup d'envoi à 15h15 au stade Henri Desgranges. Dans le même temps, en Fédérale 3, on jouera également la 8e journée. Le leader a vaincu, les Sables d'Olonne accueille Bruges 7e avec 3 victoires. Le match aura lieu au stade de la Rue de Lierre. Voilà pour votre première partie des rendez-vous sportifs du week-end. La deuxième partie assure un peu plus tard dans cette émission. Mais on revient sur l'actualité tennis. Alors on va parler d'une actualité tennis un petit peu plus ancienne, Pierre, puisque vous vouliez nous parler, on peut le dire, d'une légende de ce sport. Voilà, c'est certainement la légende française la plus importante de nos sports, que tout le monde connaît maintenant. Maintenant, je voulais en parler un petit peu plus, puisqu'on m'a laissé la possibilité de m'exprimer sur l'histoire du tennis, donc j'en profite. Et donc souvent, on me demande des conseils sur des parents qui me demandent des conseils pour leurs enfants, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Moi, je leur recommanderais la lecture de ce livre-là, qui a presque un siècle, donc presque une éternité. Celui-là, il a un siècle. D'accord, 1928, voilà, qui a été écrit par René Lacoste pendant sa carrière donc, de joueur de tennis. Donc c'est René Lacoste, c'est ça dont on parle effectivement. Voilà, René Lacoste, qui a écrit ce livre-là pendant sa carrière. Donc c'est un livre où il parle de tout, du tennis, de comment on s'entraîne, etc., comment on doit s'entraîner, comment on doit se préparer, comment on doit manger, etc. C'est un livre extrêmement moderne, qui est toujours d'actualité pour les jeunes joueurs et puis qui parle un petit peu des ressentis des joueurs. Mallory t'en parlait tout à l'heure, les joueurs, ils ont un ressenti sur le terrain et il explique ça très très bien dans ce livre. Et donc je vous encourage, si vous le trouvez, prenez-le, achetez-le et lisez-le, c'est encore magnifique. Donc vous connaissez la marque maintenant. Je ne vais pas la citer puisque elle est visible. On n'a pas le droit. Elle est visible. Le logo, bien entendu, on le connaît, qui a une histoire. Le crocodile et la couleur verte aussi du logo. Et en le peu de temps qu'on a, je vais essayer de vous résumer un petit peu la vie de ce monsieur, ce grand monsieur du tennis. Donc le joueur, alors pour synthétiser, c'était pas le meilleur des jeunes joueurs de l'époque, loin de là. Puisque quand il a joué les meilleurs joueurs de l'époque, dans les jeunes catégories, il prenait généralement 6-1, 6-0 à chaque fois. Mais voilà, il s'est entraîné, et il s'est entraîné bien et intelligemment. Et de 8 ans, en 8 années, il est passé de pratiquement débutant chez les jeunes, à gagner pas beaucoup de matchs, à vainqueur de la Coupe Davis en 1927. Donc voilà, ça a été très très rapide. Il explique pourquoi, il explique comment il a fait, grâce aux entraînements très structurés, grâce à de l'entraînement physique déjà. Et il a gagné 6 fois cette Coupe Davis avec les Mousquetaires, il faut le rappeler. Ouais. La Coupe Davis qui, je pense, nous manque à tous. Tout à fait. Tous les passionnés de tennis. Voilà. Donc on remerciera 2 personnes qui nous donnent la chance de ne plus voir cette Coupe Davis-là. Donc je ne les nommerai pas, mais bon, voilà. Ce sont les fossoyeurs de la Coupe Davis. Dedans, il y a un Français, c'est dommage, mais bon, voilà. En 1928, donc dans ce livre-là, il nous explique qu'effectivement, il faut avoir des bons gestes, il faut avoir une bonne technique, il faut que votre technique soit précise, personnelle, que votre tactique doit être précise et personnelle, doit s'adapter à l'autre, mais aussi que la préparation physique est quelque chose d'important. Et dès le début de sa carrière, avant d'être un très fort joueur de tennis, il s'est adjoint les services d'un professeur de sport à qui il a demandé de faire des programmes d'entraînement déjà en 1922-23. Donc voilà, ça c'est très moderne. Il avait un prof de tennis, monsieur Darsonval, avec qui il prenait des leçons individuelles, puisque c'était encore à l'époque des leçons individuelles. Monsieur Darsonval, qui était le grand professeur de l'époque, et qui a individualisé sa technique. Il l'explique aussi dans ce livre-là. Voilà, tu es comme ça, tu n'es pas un monstre physique. Il était plutôt chétif, mais bon, tu es très endurant, très résistant, très accrocheur, d'où le crocodile. Voilà, et donc
Tout ça, ça veut dire que c'était moderne. Donc il a gagné quand même 7 titres du Grand Chelem, René Lacoste. On l'oublie. 3 Roland Garros, 2 Wimbledon et 2 Forest Hills. Alors Forest Hills, c'est l'ancienne US Open qui avait lieu à l'époque sur gazon. Et puis donc il y a effectivement donc le joueur dont on a parlé, Pierre, puis il y a aussi l'homme avec notamment assez rapidement pas mal de petites anecdotes sur lui. Voilà, alors l'homme, bon, il est surnommé le crocodile, ça doit être dans ce sens-là que ça se lit, je pense. Pourquoi? C'est un journaliste américain qui lui a donné ce surnom, parce que effectivement sur un terrain de tennis, il lâchait pas sa proie. Une fois qu'il avait saisi sa proie, il allait jusqu'au bout. Alors on pense que c'est ça. Il y a une autre version, c'est que René Lacoste se promenait toujours avec une valise en peau de crocodile. Donc les deux ont fait qu'on l'a appelé le crocodile. Voilà ce qui est devenu sa légende et le logo de sa marque. Et puis il y a notamment pas mal de raquettes aussi qui sont associées justement à René Lacoste, dont certaines que vous avez ramenées, Pierre, ce soir. Voilà, alors Lacoste est un inventeur, donc c'est un joueur. L'homme, on le connaît, on l'a donné ses qualités, et René Lacoste, c'est un inventeur. Alors ça, c'est les raquettes avec lesquelles il jouait à l'époque. Donc ça, c'est les raquettes qui ont un siècle exactement, 1924. Et vous voyez qu'il n'y a pas de grippe. Donc c'était juste les manches qui étaient striées, et voilà, les joueurs mettaient de la sueur ou pas. Et René Lacoste a été l'inventeur du grip. Ah oui. Il faut le savoir, c'est le premier à avoir mis des grippes sur ses manches en bois, fait avec des bandelettes de chirurgien. Voilà, qui étaient blanches à l'époque, voilà, et qui ressemblaient à des surgrippes de lait maintenant. Donc c'est lui qui a inventé ça. Donc ça, c'est la première invention de René Lacoste. La deuxième, eh bien, un petit peu plus tard, il a inventé le polo. Pourquoi le polo? Eh bien, parce que les joueurs de polo jouaient avec des chemisettes sans manches. Voilà. Donc le polo Lacoste était né, il a dit les joueurs de polo, ils étaient à l'aise et ils n'avaient pas de manches. Donc moi, je vais faire des chemises pour les joueurs de tennis sans manches. Et puis voilà, alors, on n'aura pas le temps par contre d'aller un peu plus loin. Pierre, il y a aussi notamment cette machine lance-balles. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, eh bien, il y a des livres qui existent sur René Lacoste, pour ceux qui voudraient se les procurer. Oui, il y a un magnifique livre, l'histoire Lacoste, qui est extraordinaire. Donc il a inventé une raquette de tennis, celle-ci, 1963. Donc voilà, elle est 1 an plus jeune que moi, cette raquette-là. Donc, qui a été utilisée après par... donc c'est la première raquette métallique pour laquelle est déposé des brevets, qui a été utilisée sous la marque Wilson par Jimmy Connors pendant toute sa carrière. Voilà, Jimmy Connors a joué avec ça. Il a inventé... après sa carrière, René Lacoste est devenu ingénieur. C'est un des plus grands spécialistes des moteurs d'avion chez Hispano-Suiza en France. Et il a déposé 20 brevets dans la mécanique, plus de 20 brevets dans la mécanique des moteurs d'avion. Donc voilà, il a continué l'inventeur et il a continué à inventer. Donc là, on voit le brevet d'invention de la raquette de celle-ci. Et il a continué d'inventer. Donc pour la petite histoire, il a inventé cette raquette. Il a inventé le dumper ici, pour arrêter les vibrations. Et il a inventé cette raquette avec laquelle a joué Guy Forget et avec laquelle il en a regagné la Coupe Davis. Merci beaucoup Pierre, je crois qu'on pourrait en parler effectivement des heures de René Lacoste. On voit encore les étoiles dans vos yeux. Merci pour toutes ces infos. J'imagine aussi pas mal de choses apprises de votre côté, Anthony, Mallory. Avant de revenir au tennis, on va se refaire un petit break. Cette fois, pour vous parler du Vendée Globe, je vous le disais, le journal du Vendée Globe, c'est tous les jours à suivre sur TV Vendée. Et je vous propose de découvrir ce résumé de ce jeudi préparé par Aurélien Huard. L'Association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. Cinquième jour de course, la tête de flotte navigue au large des Canaries et elle est menée par un nouveau leader, Nicolas Lunven, sur Holcim PRB. Bien qu'étant celui qui a parcouru le plus de milles depuis le départ, il a profité de sa vitesse et notamment de son record de distance parcourue sur 24 heures pour prendre les devants. La température remonte un peu, je viens d'enlever les bottes. Et j'ai aussi enlevé les chaussettes rouges de Peter Blake que ma maman m'a offert juste avant le départ. Ça doit être grâce à elle, ce record des 24 heures. Et voilà, et on continue vers le sud-ouest,
Le vent devrait mollir un peu, donc ça devrait être un peu plus reposant parce que là, c'était quand même compliqué de se reposer là. Une avance qui reste cependant minime. Johan Richomme, Sam Goodchild, Jérémy Bayou et Thomas Ruyant sont tout prêts. Charlie Dalin est quant à lui légèrement en retrait du groupe de tête après une nuit de mercredi à jeudi particulièrement difficile. J'ai fait le catalogue des mauvaises manœuvres, enfin des mauvais choix de manœuvres, je l'ai passé en revue, c'est dur. J'étais déphasé tout le temps et j'ai jamais réussi à me rephaser. Du coup, j'ai pas fait une sieste de la nuit, j'ai fait une nuit blanche complète. Et j'ai perdu du terrain, donc c'est pas terrible comme nuit. La course pourrait encore changer de physionomie ces prochains jours. Les premiers IMOCA doivent désormais négocier une zone où le vent se fait beaucoup plus rare. Il va falloir prendre la bonne porte de sortie pour rejoindre le plus rapidement possible le Cap-Vert. Les bateaux de devant commencent à être ralentis tandis que ceux de l'arrière sont encore dans des vents forts. Il y a encore des claques à 30, 32, 33 nœuds, 35 nœuds. Donc voilà, ça booste encore pas mal. La mer est moins forte que ces 2-3 derniers jours, mais voilà, ça envoie encore. Voilà, on a du vent. Hein. En fait, il y a une dépression qui arrive juste derrière nous, qui vient se caler au-dessus de Madère, là, et nous, on va juste échapper par-dessous. Et ça va nous permettre de glisser, et ensuite, par contre, de descendre vers le sud. Et ensuite, par contre, il n'y a plus d'alizé du tout, quoi. Et donc, les premiers, ils vont sûrement un peu s'arrêter. Et puis, nous, on risque de recoller par derrière, faire l'accordéon, comme on dit. Tandis que Maxime Sorel fait route vers Madère à vitesse réduite pour se mettre à l'abri et tenter de réparer son rail de grand voile, et que Szabolcs Vörös a jeté l'ancre dans une zone abritée pour plusieurs réparations, les avaries plus ou moins importantes se multiplient chez les skippers. Antoine Cornic a dû réparer son hydrogénérateur. Quant à Louis Duc, il va devoir poursuivre sans l'une de ses voiles. J'ai explosé mon grand spi, ça m'a mis 1h30, 2 heures à tout remballer. Il n'y a rien qui est passé à l'eau, j'ai tout récupéré, donc je vais promener des bouts de chiffon pendant tout un tour du monde, voilà. Et puis à un moment où ça risque d'être pas mal pénalisant, mais bon, maintenant je vais faire ma course avec ce qui me reste, et voilà. Et puis pour l'instant, en tout cas, ça se goupille pas mal, ça va vite. Au classement de 15h ce jeudi, c'est donc Nicolas Lunven qui est en tête, mais ses 4 premiers poursuivants sont à moins de 30 000. Charlie Dalin occupe la 6e place, à 56 000 du leader. À la 12e place, Benjamin Dutreux est à 106 000 de Nicolas Lunven. Benjamin Ferré, 14e, est en tête du classement des bateaux à dérive droite. 16e place pour Samantha Davis, juste devant Clarisse Kremer et Jean Le Cam. Seulement 25 000 d'écart entre le 21e Tanguy Le Turquet et Violette d'Orange, 30e. Les écarts sont un peu plus conséquents en queue de peloton, où l'on retrouve notamment les skippers victimes d'avaries importantes comme Maxime Sorel ou encore Szabolcs Vörös. C'était le journal du Vendée Globe par l'Association vendéenne des constructeurs de maisons. Voilà donc pour le résumé de cette journée de course sur le Vendée Globe, et on retourne sur l'actualité tennis avec nos invités du tennis en tente lyonnaise engagés dans le championnat de France par équipe de Pro A chez les dames. Prochaine rencontre, elle va arriver très rapidement puisque c'est dès ce week-end, déplacement face à Villiers-le-Bel. Villiers-le-Bel qui a remporté ses 2 premiers matchs, on va le voir au classement, qui est actuellement en tête de ce groupe B. Vous, du côté du TEY, vous êtes en 2e place avec seulement un match joué, on l'a dit tout à l'heure. Face à quelle équipe, quelle rencontre vous vous attendez, Anthony, ce week-end, ce dimanche ? Ça va pas être facile. On avait fait le déplacement il y a 3 ans, je crois, à Villiers. Les supporters sont très chauds. Petite salle. Il n'y a pas beaucoup d'espace entre la ligne et les bancs. Donc ça va être... convivial. C'est très convivial et chaud. Donc va falloir être solide. Mais je compte bien évidemment sur les filles et je sais qu'on va faire le boulot et voilà. C'est ça, on voit le classement actuel avec cette 2e position. Mallory parlait tout à l'heure, peut-être aller chercher le titre. Il y a aussi cet objectif maintien. Où est-ce qu'on se situe entre les deux, Anthony ? Pour le moment, le plus important, c'est le maintien, je dirais. Donc si on va gagner à Villiers, ce que j'espère, le maintien sera quasiment assuré. Et après... on passera sur la 2e phase du championnat et voilà, on aura le temps
de voir ça un petit peu plus tard, semaine Faut prochaine. toujours rêver. Ouais, c'est ça. Faut toujours rêver. Non, mais on y croit et voilà, c'est pas un objectif, C'est dans un coin de mais notre voilà, tête. C'est ça, voilà, bien sûr. on le garde Step by et step, voilà. ouais. Et c'est vrai que ça serait super pour le club, pour les filles qui sont là depuis très longtemps. Je pense que ça nous est jamais arrivé. Toi, Non, je pense, hein, voilà, là, donc, c'est une équipe qui est très homogène, très bien structurée, avec des doubles qui sont forts. Donc ça, c'est super important sur ce format-là. Et puis des joueuses aussi d'expérience. Hein. Voilà, on ne va pas dire qu'elles sont un peu âgées, mais on va dire qu'elles sont des joueuses d'expérience. Donc même si l'ambiance est chaude, etc., c'est quand même des filles qui sont capables de gérer ça. Justement, Mallory, vous ferez partie du déplacement à Villiers-le-Bel ce week-end. Une saison plutôt très réussie de votre côté, 100 matchs tout pile. Ouais, 100 matchs. 100 matchs tout pile, 70% de victoire. Après cette blessure dont on a parlé, qui vous avait privé d'une partie des matchs de l'hiver 2023-2024, quel regard vous portez sur cette saison? Beaucoup de joie, j'imagine? Ouais, je suis quand même assez fière de m'être remise de cette blessure et d'avoir pris le temps parce que voilà, quand on est blessé, on se dit toujours faut que je joue, je me remets vite et après je vais pouvoir rejouer. Mais là, j'ai vraiment pris le temps. Je suis restée 3 mois sans jouer de compétition, donc c'est quand même important. C'était ma plus grosse blessure de toute ma carrière, donc j'ai bien fait les choses et j'en suis fière aujourd'hui parce que j'ai réussi une bonne année et de retrouver mon niveau que j'avais avant. Donc voilà, je suis très contente. Ça numéroté 36e actuellement. Mallory, ça va être quoi les objectifs pour la suite? C'est de continuer à rester, on va dire, dans le territoire. Il y a eu des matchs seulement en France pour vous cette année, alors qu'avant vous alliez un petit peu plus à l'étranger. C'est le choix qui va se faire encore pour la saison prochaine? Ouais, je vais rester sur cette optique-là. Après, j'ai fait quelques ITF en France aussi. Ça me permet de jouer d'autres joueuses et de voir si j'ai encore le niveau aussi. Et c'est ce que j'ai fait le dernier mois là. Et à Nantes, j'ai très bien joué aussi contre une joueuse où j'ai gagné à 300 WTA. Donc, je suis contente de m'apercevoir que j'ai encore ce niveau-là et pourquoi pas en faire quelques-uns l'année prochaine aussi. Bon, bien, on suivra tout ça, évidemment. Et puis au niveau des rendez-vous, donc il y a ce match à l'extérieur, donc à Villiers-le-Bel, et la prochaine et dernière rencontre à un domicile, ce sera mercredi prochain, le 20 novembre, le TEY face à Cormontreuil. Ce sera à suivre de mémoire à 13h, mercredi 20 novembre. C'est gratuit, tout le monde peut y accéder, Anthony? Oui, tout à fait. Restauration sur place, tout le monde est bienvenu. Tous les clubs de La Roche-Aglo, les clubs de Vendéens. Bien évidemment. Venez nous encourager. C'est ça, pour avoir une ambiance comme celle à Villiers-le-Bel qui aura ce week-end. Et puis, il faut rappeler qu'on ne peut pas être plus près des joueuses. Pour les gens qui aiment le spectacle, là, on ne peut pas être plus près. On voit vous avez enlevé les filets entre les deux terrains, donc on a encore plus la notion de vitesse. Donc voilà, c'est mieux qu'à Roland-Garros. Tout à fait, je suis d'accord. Voilà, première loge, pas la même surface qu'à Roland-Garros en revanche, mais aux premières loges. Et ça, c'est beaucoup plus important. D'autres rendez-vous avant, mercredi prochain au Terre Noire. D'autres rendez-vous sportifs ce week-end. Du rink hockey avec la 5e journée de National 1 Élite. La Vendéenne, 6e au classement, reçoit Saint-Omer, 2e, samedi soir à 20h30 à la salle de l'Angelmière. A noter que le club de la Vendéenne organise également la première édition du trophée des clubs féminins U17, samedi de 9h à 17h. Les titres de champion de Vendée de cyclocross se disputeront ce week-end au Sable d'Olonne avec des catégories U15 à seniors, mais aussi les écoles de vélo. Les courses se dérouleront au Pless et sont organisées par les Sables Vendée Cyclisme. Un événement de course à pied samedi à Benay avec les foulées des Alouettes. Au programme, une course solo de 10 km, mais aussi une course en relais avec 1,5 et 5 km à parcourir. Les amateurs d'équitation pourront se rendre aux Herbiers ce week-end avec le jumping de la région au parc équestre du Bocage. Une compétition en indoor qui concernera les catégories amateurs et pro. On termine avec de la pêche sportive et le Junior Fishing Tour. La première étape du championnat de France aura lieu samedi à Rive-de-Lyon et elle sera qualificative pour l'épreuve régionale. Voilà donc pour vos rendez-vous du week-end et c'est déjà la fin de ce 85 chrono. On n'aura pas eu le temps de tester nos invités sur le quiz tennis spécialement préparé pour vous ce soir. On aura l'occasion de le refaire peut-être pour le titre. Alors, on le dit ici. Bien sûr. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Mallory. Merci à vous. Merci, Anthony. Merci. Bon déplacement du côté de Villiers-le-Bel ce week-end. Tout à fait. Pierre, vous repartez un petit peu moins loin. Vous restez dans le coin. Voilà, on va rester dans le coin, mais lâchez rien ce week-end.
Et puis résultat à suivre dès lundi dans le journal des sports de la matinale et à l'occasion de 85 chronos à partir de 18h45 lundi. Et puis n'oubliez pas, tous les jours sur TV Vendée, le résumé de course du Vendée Globe à partir de 18h15 pour tout savoir de cette 10e édition de l'Everest des mers. Très belle fin de soirée à toutes et à tous et belle fin de semaine sur TV Vendée. Votre programme avec Omkia. Ouverture, porte, portail, pergola et store. Votre spécialiste de la rénovation, Omkia.